Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Bienvenue dans le deuxième épisode hors série de la saison 1. Pour conclure le deuxième trimestre, nous avons invité Florina, une des sages-femmes à l'origine du projet Tiguenel, une maison de naissance en cours de construction dans la région lorientaise en Bretagne. Depuis toujours, Florina est passionnée par l'univers de l'enfantement, mais suite à son diplôme, intégrée dans une équipe où elle se sent à sa place, elle n'a pratiqué qu'en milieu hospitalier. Son cheminement personnel, ainsi que les visites dans les maternités lors de ses voyages à l'étranger, la mettront sur le chemin des accouchements physiologiques. C'est entre autres la visite d'une maison de naissance suisse qui terminera de la convaincre. Lors de notre échange, elle parlera de ce qui l'a amenée à monter ce projet de maison de naissance près de chez elle et elle nous détaillera l'envers du décor de ce type de démarche. Ténacité, espoir, endurance sont les ressources essentielles pour voir enfin le paysage français évoluer et offrir un choix supplémentaire pour accoucher à toutes les familles. Aujourd'hui, Florina nous partage tout sur le montage de ce projet. Bonjour Florina. Bonjour Capucine. Bonjour Florina, merci de t'être rendue disponible pour discuter du parcours qui t'anime depuis quelques années maintenant. Merci à vous de m'avoir proposé justement de vous rencontrer et d'échanger, c'est chouette. C'est avec grand plaisir. Et on a fait le choix de te recevoir dans notre podcast car tu fais partie de l'équipe du projet de maison de naissance Tiguenel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Alors oui, donc moi c'est Florina, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans, j'habite en Bretagne, dans le Morbihan. Et ce que je fais dans la vie, je suis sage-femme hospitalière depuis 2014, depuis l'année de mon diplôme. Donc voilà, j'exerce dans les services des salles d'accouchement, de la maternité, de l'accueil urgence, des grossesses pathologiques depuis 2014 en tournant sur ces différents services. Et donc la maternité de Lorient, c'est une maternité niveau 2B qui prend en charge les bébés qui peuvent nécessiter des soins intensifs néonataux. D'accord. Merci pour la petite précision aussi sur les niveaux de maternité. Dans cet épisode, nous allons commencer par aborder en quelques mots ton parcours professionnel et ensuite on va discuter de ce qui t'a amené à entreprendre un projet aussi colossal que la création d'une maison de naissance. Et ce sera l'occasion, on l'espère, pour nos auditeurs de comprendre en fait toutes les étapes, toutes les démarches que ça implique parce qu'aujourd'hui sur le territoire français, c'est pas une mince affaire. Donc on est ravis que tu puisses un petit peu nous éclairer sur la chose. Merci à vous, moi, j'ai hâte d'échanger avec vous. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire ta formation, nous raconter un peu ton parcours ? Oui, du coup, moi, j'ai été diplômée de l'école de sage-femme de Brest. Donc, j'ai passé la première année de médecine difficilement. J'ai dû tripler. J'ai toujours voulu faire sage-femme, donc ça a été un petit combat dès le début déjà d'arriver à mes fins. On m'a très vite découragée par la première année de médecine parce que j'étais pas l'élève brillante qui était tant attendue en première année de médecine. Mais j'ai quand même persisté. J'ai fini par l'avoir au bout de la 3e année et j'ai fait mes 4 ans après à l'école de sage-femme de Brest pour être diplômée en 2014. Et j'ai pas fait de stage à l'étranger malgré le fait que j'aurais vraiment beaucoup aimé le faire. Je pense que j'ai pas osé pendant en tout cas mon cursus à l'école de sage-femme. Après, j'ai entamé sur la fin de mes études de sage-femme en parallèle de ces études un diplôme en médecine traditionnelle chinoise qui m'a permis d'être diplômée. Mais voilà, c'était pas un DU, donc c'est pas une formation qui est reconnue par l'ordre des sages-femmes. Donc si jamais je m'installe en libéral demain, j'ai pas le droit de pratiquer l'acupuncture, ce serait pas réglementaire, mais voilà, j'ai au moins cette formation qui me permet quand même d'avoir cette ouverture d'esprit et puis de pratiquer des points quand même en salle d'accouchement, en acupression ou en poncture.
Et j'ai également passé en 2019 un DU de phytothérapie pour compléter un petit peu mes connaissances autour de l'aromathérapie et oui, des plantes de manière générale. Alors c'était pas spécifique obstétrique, mais voilà, ça, je m'en sers avant tout dans ma vie personnelle, mais j'espère avoir l'occasion au cours de ma carrière de pouvoir davantage mettre en pratique auprès des couples et des femmes que j'accompagne. Oui, c'est quand même très en lien avec ton métier, même si c'est pas directement lié, quoi. Oui, c'est oui. quand même la gestion du stress par les plantes ou par... c'est important. Ce genre complètement, de choses. oui. C'est marrant parce que j'ai lu hier ou avant-hier un petit article vraiment très bref, mais qui parlait des bienfaits justement. Il y a eu une étude qui a été faite au Japon sur les bienfaits de l'aromathérapie en postpartum. Ah oui, d'accord. Et ils ont fait ça sur une population de, je sais plus si c'est plusieurs centaines, mais 1000 et quelques femmes, je crois. C'était principalement pour les symptômes de dépression, mais aussi pour le lien mère-enfant. Ah oui, d'accord. Et il y a vraiment des différences notables. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Après, c'est vrai que c'était hyper intéressant cette année, mais après, c'est vrai que c'était très biochimique. Enfin voilà, c'était très axé sur la pharmaco, quoi, en fait. Donc, il y avait des côtés qui étaient très lourds, mais après, au niveau des applications, enfin... C'était hyper chouette de voir la possibilité en fait qu'on pouvait avoir dans l'accompagnement alors, des femmes de manière générale, mais c'est vrai que je me dis c'est un diplôme que peu de sages-femmes ont et que je pense que ce serait vraiment une demande de la part des femmes de manière générale, c'est un peu dans l'air du temps aussi, et qui mérite à être davantage développé et pratiqué dans les cabinets ou à l'hôpital. Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir la mettre suffisamment en pratique dans ma pratique de tous les jours à l'hôpital, mais voilà, ça a toujours été quelque chose qui me passionne. Le fait que ça soit un DU, du coup, tu as la possibilité de l'utiliser pendant ta pratique cette fois-ci. Oui, j'aurai la possibilité. Après, il faut toujours quand même, quand on fait une prescription phytothérapique, enfin voilà, faudrait quand même que ce soit quelque chose qui soit discuté avec mon encadrement, parce que ça sort un petit peu du contexte habituel des prescriptions qu'on peut avoir l'habitude de faire à l'hôpital. Mais en soi, oui, j'ai l'autorisation de pouvoir prescrire ce que je veux. Ça marche. Tout à l'heure, tu nous parlais des stages et on aimerait bien savoir un peu, pour avoir une vision globale de ton expérience, si tu peux nous parler des lieux dans lesquels tu as pu exercer, des types de structures notamment que tu as pu traverser pendant ta carrière. Eh bien, très peu. Juste l'hôpital de Lorient qui m'a permis d'accompagner toutes sortes de naissances, que ce soit des naissances physiologiques, comme des naissances compliquées, enfin voilà, un petit panel, mais effectivement, j'ai pas eu l'occasion d'accompagner en maison de naissance, ni en plateau technique, dans le cadre d'un accompagnement global, mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée, intéressée. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, et pour tout vous dire, je pensais vraiment, en allant à l'hôpital en juin 2014, y rester quelques mois, 6 mois maximum, parce que c'était pas du tout un lieu d'exercice qui semblait me convenir. Mais j'ai été happée par le plaisir de travailler en équipe avec une équipe qui m'a tout de suite plu et dans laquelle je me suis très vite bien sentie. Donc c'est en ça que j'y ai trouvé mon compte. Et du coup, voilà, par confort aussi d'organisation familiale, je suis restée à l'hôpital. Mais c'était pas quelque chose qui était difficile pour moi d'exercer à l'hôpital, contrairement à ce que j'avais pu penser quand j'y ai débuté. Parce que c'est vrai que tous les stages que j'ai pu faire en salle d'accouchement, dans les hôpitaux, j'en garde pas forcément un très bon souvenir. Mais voilà, aujourd'hui, je m'éclate quand même là-dedans, même si j'aspire effectivement à plus d'accompagnement individualisé, plus de proximité, d'être au cœur de la physiologie et de découvrir tout ce pan encore inconnu à ma palette de couleurs qui est l'accompagnement global. Ça, c'est toujours un truc qui me fera toujours rêver tant que je n'aurai pas passé le pas, ça c'est sûr. Mais je le passerai un jour, je le sais, mais Oui. je ne sais pas quand. C'était quoi le sujet de ton mémoire ? Eh ben, c'était les conditions d'exercice des sages-femmes qui pratiquent en accompagnement global. Donc en gros, c'était de voir un petit peu les sages-femmes qui pratiquaient en accouchement à domicile ou c'était principalement en accouchement à domicile, mais aussi en maison de naissance ou en plateau technique pour voir quelles étaient leurs motivations et leurs freins. Et voilà, c'était hyper intéressant parce que ça, je me dis qu'avec 10 ans de recul maintenant que j'ai fait ce mémoire-là, les choses sont sensiblement pareilles, que c'est à peu près toujours les mêmes motivations et les
mêmes freins et que ça, même si les lignes bougent tout doucement, c'est quand même très long et encore compliqué pour les sages-femmes qui veulent pratiquer de manière globale. Ouais, on va en parler plus longuement puisque maintenant qu'on a une meilleure idée de ton parcours et de ton expérience, on va discuter du projet de maison de naissance sur lequel vous êtes en train de travailler avec tes collègues, durement. C'est ça. Et donc la première question qui nous vient à l'idée, c'est de savoir comment tu as découvert les maisons de naissance. Oula, alors comment? Ça serait difficile d'y répondre clairement. Moi, je pense que déjà, quand j'ai voulu être sage-femme, ça remonte quand même déjà à très longtemps. J'avais l'idée en fait que je me faisais du métier, c'était plus l'idée d'un accompagnement global. En fait, j'ai découvert que le métier de sage-femme ne se pratiquait pas majoritairement de manière globale quand j'ai commencé mes études de médecine, en gros. Donc en fait, j'ai très vite été attirée et été chercher dans ma littérature ce qui se rapprochait de ma conception du métier. Et donc, les maisons de naissance se sont tout naturellement présentées à moi. Donc, j'ai pas de moment précis ni de manière précise du comment j'ai découvert les maisons de naissance, mais en tout cas, ça a été assez vite. Oui, c'est pas lié à une rencontre ou un événement particulier en fait. C'est parce que t'es allé chercher quelque chose qui toi était un peu profond en toi et tu disais où est-ce que je peux trouver ça. Oui, ouais. J'ai souvenir d'avoir été en Suisse pendant mes études de médecine, enfin sur un voyage perso, pas du tout pro. Et la première chose, de toute manière, partout où je vais en voyage, je vais dans les maternités. Et le premier truc que je voulais voir en Suisse, c'était une maison de naissance. Je me suis pas tournée vers une maternité, c'était une maison de naissance. Et c'était vraiment ça qui me faisait vibrer déjà à l'époque. Et ça a conforté effectivement mon attrait. Oui, c'est ce que j'allais te demander, oui. Non mais c'est sûr. On va pas se mentir, j'avais des étoiles plein les yeux après avoir visité juste 8 minutes la maison de naissance de Suisse, ça c'est sûr. Oui, c'est quelque chose qui a entretenu cette flamme, ce désir en fait finalement de travailler un jour dans ce contexte-là, quoi. Oui, complètement, parce que c'est pas pendant les études de sage-femme qu'on nous parle de manière très détaillée ni assidue des maisons de naissance. C'est plus que succinct, la présentation des maisons de naissance pendant nos 4 ans d'études de sage-femme. Donc ça montre bien aussi la place que tiennent ces structures dans le paysage français, et c'est bien dommage d'ailleurs. Moi je trouve que ça devrait être davantage enseigné et présenté aux étudiantes dès le début du cursus, mais voilà, c'était pas le cas. Donc effectivement, ça a toujours été une démarche personnelle que d'aller rencontrer soit les professionnels, soit les structures, ou d'aller vers des lectures qui parlent des maisons de naissance ou des accouchements à domicile ou du plateau technique. Je trouve ça marrant que tu dises que partout où tu vas, tu veux aller voir les maternités ou les maisons de naissance, ouais. même sur des temps ou des voyages personnels, quoi. Je trouve ça vraiment Bah oui, après, rigolo, on fait des métiers passion. Je pense qu'on est nombreuses à être passionnées. Alors, j'ai des collègues qui sont absolument passionnées et investies aujourd'hui et qui pourtant, c'était pas leur vocation. Mais moi, pour le coup, je fais partie de ces sages-femmes qui avaient cette vocation depuis toujours. Et je peux pas aller dans une ville sans visiter la maternité. En tout cas, quand c'est culturellement différent, je suis obligée de passer par une maternité. Et c'est hyper intéressant. Et on t'a toujours laissé rentrer ? Ouais, toujours. En fait, je crois que quand on a le passeport sage-femme française, on entre assez facilement dans les maternités, finalement. Oui, en fait, c'est parce que tu expliques ton métier et ta passion, quoi. Oui, ouais. oui. Alors après, voilà, je fais pas des stages, mais une petite visite rapide de la maternité. Après, j'en ai pas fait 40 000. Je suis pas une grande voyageuse, mais voilà, j'ai été dans des petites villes au Sénégal, j'ai été au Vietnam, en Suisse, voilà. C'est déjà vachement intéressant. C'était trop chouette. Petite expérience de visite des maternités, mais voilà, c'était toujours chouette. Ça devait être intéressant, parce que je pense que c'est des cultures assez différentes que tu viens de nous citer. Ah bah là, c'est sûr. Là, c'est grand écart. Et donc, du coup, dans cette recherche des maisons de naissance en France et de ta découverte au fil de tes lectures, à quel moment est né et comment est né le projet de la maison de naissance de Tiguenel ? Le projet, il est né fin 2020, du coup, quand il y a eu le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui visait à pérenniser les maisons de naissance après les 5 ans d'expérimentation et donc en développer de nouvelles d'ici fin 2020. C'était les mots du projet de loi de financement. Donc, ça a très vite résonné chez moi et chez mes collègues qui pratiquaient... Alors, j'avais notamment 2 amis et collègues sages-femmes qui étaient installés en libéral et qui le sont toujours et qui pratiquent en plateau technique, desquels je suis proche.
et voilà, quand on a reçu cette nouvelle-là, ça nous a pas laissé indifférentes, on va dire ça. Et nous est pris l'audace, l'envie, on va dire, d'aller prendre la température auprès de l'hôpital de Lorient où moi je travaillais et où elles, du coup, avaient la convention de plateau technique. Donc elles étaient connues aussi déjà de l'équipe et ça se passait bien. Enfin, ça se passe toujours bien d'ailleurs, mais voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas, voir si c'est envisageable peut-être à Lorient, pourquoi pas. Donc on a été un petit peu... vraiment sans trop y croire, moi je dois dire, parce que moi j'y étais en me disant vraiment c'est une bouteille à la mer, si ça marche c'est génial, mais voilà, si ça marche pas au moins on aura essayé. Voir la chef de service du service de gynéco-obstétrique, et en fait on a eu tout de suite un accueil très favorable, chaleureux, tout ça, donc on a très vite rencontré la direction, et puis après la machine elle s'est mise en route, on a monté l'association fin 2020, on a du coup élargi l'association avec des adhérents qui soutenaient, donc le projet est très vite parti, très vite, très loin, très fort, donc c'était vraiment un super moment qui nous a donné plein d'énergie, plein d'espoir, et c'était vraiment chouette. Mais voilà, après les choses ont continué de se dérouler pendant 3 années avec des hauts et des bas, et voilà. Et dans ce processus de création, à un moment donné, il a fallu choisir un nom. Comment ça vous est venu, ce nom Tiguenel ? On voulait quand même marquer la petite identité locale, donc bretonne. Donc il y avait plein de mots, plein de noms qui nous ont traversé l'esprit. Mais je pense qu'on avait tout à cœur de marquer vraiment le côté breton du projet. Et donc moi, mes enfants, ils sont en filière bretonne. Donc je ne suis pas du tout bretonnante, je ne parle pas du tout breton, mais c'est un souhait de les mettre en filière bretonne pour qu'ils puissent avoir cette ouverture sur la culture et sur une langue différente. En vrai, si jamais ça avait été une école anglaise, je pense que ça leur aurait peut-être plus servi de parler anglais que breton. Mais voilà, moi l'idée me plaisait, donc en fait je me suis tournée vers les institutrices pour demander comment on disait maison de naissance en breton, et c'est elles qui m'ont suggéré ce nom-là de Tiguenel, qui veut dire maison de la mise au monde. Donc voilà, ça a été coopté par l'ensemble de l'association. On trouvait ça plutôt mignon. Ouais, ça sonne assez bien, même quand on n'est pas breton. Par contre, du coup, c'est vrai qu'il faut se renseigner. Oui. Mais c'est chouette comme nom. Tout à l'heure, t'évoquais donc la création de l'association. Oui. A priori, c'est le statut de la maison de naissance. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on choisit aujourd'hui le statut associatif pour les maisons de naissance et pas autre chose ? C'est une bonne question. Moi, je dois dire que quand on s'est lancé dans le projet de maison de naissance, on a été au plus simple parce qu'on est sage-femme, on n'est pas, on monte pas des projets tous les jours. Donc, on s'est rapproché tout simplement des structures existantes et du collectif national des maisons de naissance. Mais en tout cas, on s'est rapproché des maisons de naissance existantes pour savoir comment procéder, et c'est eux qui nous ont suggéré ce modèle-là, parce que effectivement c'est un modèle qui est peut-être, l'association c'est peut-être imparfait pour la maison de naissance, mais actuellement il n'y a pas de modèle en tout cas qui existerait et qui répondrait pleinement en fait aux exigences et au fonctionnement de la maison de naissance. Donc c'est le modèle, je pense, qui nous donne de la liberté et qui en même temps permet que ce soit plus facile. Mais j'ai pas précisément en tout cas le pourquoi du comment. On a tout simplement fait ce qu'on nous a conseillé en fait. D'accord. Ouais, ça sera l'occasion aussi de poser la question justement aux sages-femmes qui passent dans notre émission et qui tombent conseillées pourront peut-être répondre de manière plus approfondie à ça. Oui. Et puis nous, on est encore à l'état de projet, donc on se rend pas complètement compte, je pense, de ce qu'est vraiment la maison de naissance dans le fonctionnement en tant que tel. Forcément, on a beaucoup échangé, mais effectivement, je pense que c'est plus les sages-femmes qui y travaillent qui peuvent mieux y répondre de manière plus précise. Et du coup, une fois que vous avez trouvé votre statut, comment est-ce qu'on trouve une maternité partenaire notamment ? En tout cas, pour notre part, je ne sais pas comment on fonctionnait, je ne vais pas parler à la place des autres projets, des autres maisons de naissance existantes, mais en tout cas, pour notre part, ça a été assez simple, ça s'est imposé facilement en fait. C'est que moi, j'y travaillais, mes collègues étaient dans le secteur de la maternité dans laquelle j'exerçais, et elles exerçaient en plateau technique, elles avaient déjà une convention de plateau technique avec cette maternité. Les échanges se passaient bien, enfin voilà, tout en fait concordait vers cette maternité. Donc voilà, ça a été notre premier choix, donc on s'est vite lancé sur cette maternité.
Et puis après, du coup, comme le projet n'a pas pu aboutir avec cette maternité-là, on a réfléchi à la pertinence d'aller voir des maternités plus éloignées, en risquant peut-être que effectivement sur un projet un petit peu plus éloigné, on risquait de perdre des sages-femmes, mais on s'est vite rendu compte qu'on en gagnait d'autres aussi, qui étaient plus proches du coup des maternités de second, enfin voilà, j'aime pas dire second choix, mais c'est quand même un peu un second choix, parce qu'on n'était pas en proximité directe avec ces maternités. Donc voilà, après en tout cas nous, on a démarché des maternités qui étaient à 1 heure maximum de notre lieu de résidence. Voilà, côté nord et côté sud de notre lieu de résidence. Et puis voilà, on y va, on les démarche de manière spontanée en fait, avec notre petit dossier qu'on a pris le temps de rédiger et qu'on présente à la direction et aux membres de l'encadrement et de l'équipe médicale. Et ce dossier, il y a un protocole particulier à suivre ou c'est vous qui le montez avec vos propres choix et ce que vous voulez y présenter On est assez libre sur la rédaction du projet. Ouais. Après, encore une fois, on a été quand même aiguillé, orienté avec les maisons de naissance existantes qui avaient avant nous rédigé des projets, rédigé des cahiers des charges, rédigé des chartes. Donc en fait, on s'est largement inspiré de ça, en mettant un petit peu à notre sauce avec notre âme aussi, et puis notre équipe, nos envies. Mais oui, on s'est inspiré, on a été beaucoup accompagnés par nos collègues des autres maisons de naissance et des autres projets. Oui, et je me demandais si vous aviez démarché les maternités partenaires les unes après les autres en attendant à chaque fois la réponse, ou si vous avez envoyé, comme on fait parfois des candidatures spontanées pour un travail, à plusieurs endroits en même temps, ou c'est quelque chose qui se fait plus l'un après l'autre en fonction de... Alors au début, on était vraiment focus sur la ville où on est, à Lorient. On était vraiment là-dessus, donc même il y a eu un moment, c'était vraiment le projet de naissance. Alors, l'objet de l'association, c'était création d'une maison de naissance en Bretagne, parce qu'on avait voulu quand même être prudent sur le fait que peut-être ça n'allait pas aboutir, mais voilà, sur notre page Facebook à l'époque, je me rappelle, c'était écrit pour une maison de naissance lorientaise. Enfin, on était très axé Lorient. Et effectivement, après, quand ça n'a pas abouti, quand ça a capoté à Lorient, on s'est très vite orienté vers une autre maternité où mes collègues avaient, pour certaines d'entre elles, un accès également au plateau technique avec cette maternité-là. Donc, c'était un peu la maternité de prédilection après Lorient. Et en fait, on a été un peu du même temps démarchés par l'autre maternité qui était à 1 heure mais au sud. Et là, du coup, effectivement, on a mené un petit peu les deux projets avec les deux maternités partenaires, potentiellement partenaires, un peu en même temps. Mais voilà, une où est-ce que c'était notre volonté et l'autre où est-ce qu'on a été démarché. Et j'ai oublié de dire que sur le projet de Quimper, donc, qui était notre deuxième maternité après Lorient, on a monté le projet en association avec une autre assoce de soutien à la parentalité qui s'appelle Naître en Finistère, qui était active depuis plusieurs années avant nous sur le territoire Finistère et qui du coup avait l'avantage aussi d'avoir un petit pool d'usagers et de sages-femmes qui travaillaient aussi en accompagnement global et qui du coup devenaient à leur tour porteuses du projet de Tiguenel. Donc on a réuni nos forces pour être du coup toutes les deux sur le projet sur la maternité de Quimper. D'accord. Suite à ça, à partir de quel moment on engage la convention avec la maternité? À partir de quel moment on la rédige? Est-ce que vous en étiez déjà à cette étape-là? Ou est-ce que c'est l'étape d'après, une fois qu'ils ont accepté, on rédige une convention en commun? Nous, en tout cas, encore une fois, je vais vraiment parler pour nous parce que je vais pas parler à la place des autres. Mais pour ce qui est de Lorient, ça s'est fait assez vite. Donc, comme je l'ai dit, on avait rencontré la direction, donc la chef de service. Et en fait, on devait présenter le projet au directoire de l'hôpital, qui est une instance qui se tient au sein de tous les hôpitaux, pour acter du coup des projets et pour valider de manière formelle si l'hôpital donne son accord pour un projet de maison de naissance. Et en fait, à la dernière minute, on nous a fermé la porte du directoire, donc on n'a jamais pu présenter le projet. Donc on avait rédigé un projet écrit qu'on leur avait adressé, avec lequel du coup on avait échangé lors d'un entretien avec la direction, et c'était vraiment reçu très favorablement. Mais ce qui allait vraiment donner le point de départ du projet avec la maternité partenaire de Lorient, c'était de présenter au directoire. Et en fait, ça, à la dernière minute, ça ne s'est pas fait.
Et après, ça ne s'est jamais fait en fait. Donc ça a fait vraiment l'effet feu de paille. C'est parti très vite. Tout le monde nous a soutenus, tout le monde a été autour de nous pour ce projet. Et puis d'un coup d'un seul, tout s'est arrêté. Donc ça a été assez brutal. Et donc on a rebondi avec l'hôpital de Quimper où là on a présenté le projet de manière spontanée. On a été reçu aussi par des membres de la direction, l'équipe médicale et de l'encadrement qui soutenaient aussi le projet, qui était dans l'idée favorable, mais là, il restait prudent sur la faisabilité sur le long terme de ce projet-là. Il voulait pas trop s'avancer parce que forcément, c'est des gros projets, ça demande l'implication de l'ARS, d'autres instances, donc ils n'avaient pas forcément la main, mais dans le principe, en tout cas, ils étaient OK. Donc, on leur avait adressé le projet en première intention et très vite, en fait, ils nous ont demandé de rédiger un cahier des charges parce qu'il y avait un projet de remaniement du parc immobilier de l'hôpital et que du coup c'était l'occasion de proposer ce projet de maison de naissance pour l'intégrer en fait dans le projet du parc immobilier. Donc à leur demande on a rédigé un cahier des charges. Là encore on s'est beaucoup fait accompagner et aider par le cahier des charges des maisons de naissance existantes. Donc on leur a adressé en juillet 2022 et en fait ce cahier des charges devait être transmis en tout cas via le projet d'établissement à l'ARS qui devait donner sa réponse en 2023. Au début c'était fin 2022 et puis après c'était printemps 2023 et voilà, ça a pris je pense beaucoup de retard avec la Covid certainement mais pas que, il y a eu d'autres événements et c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore dans l'attente réellement du projet de Quimper. On a eu récemment un mail nous disant que c'était pas forcément à l'ordre du jour mais voilà, j'en saurai plus certainement au mois de juin là où l'interview sera diffusée mais là aujourd'hui on n'a pas de réponse très claire en fait sur la suite du projet à Quimper. Et pour revenir du coup à la question de départ avec notre troisième maternité avec laquelle on a travaillé, c'est eux qui nous ont démarché, donc c'était l'hôpital de Vannes. Ils nous ont demandé qu'on leur adresse le projet et de les rencontrer, donc ça s'est fait du même temps. On leur a adressé le projet, on les a rencontrés, là encore un accueil plutôt favorable, à peu près la même configuration qu'à Quimper. Il y avait un remaniement du parc immobilier et il y avait éventuellement possibilité d'introduire ce projet de maison de naissance dans ces travaux. Donc le cahier des charges étant déjà rédigé pour Quimper, ça n'a pas été trop compliqué de leur faire parvenir pour l'hôpital de Vannes, ce qu'on a fait à leur demande. Et voilà. Et malheureusement, là aussi à Vannes, ça, on va dire, ça patine parce qu'il y a eu un changement au niveau de la gestion de l'équipe. Enfin voilà, l'encadrement a changé et du coup, on croit comprendre que voilà, les projets aussi ont changé. Et pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles à ce sujet là, donc là pour l'instant à Vannes c'est aussi en stand-by. Mais on a été également sur Vannes rejoint par des sages-femmes plus issues de la région vantaise. Donc en ça c'est vrai que c'est assez chouette, c'est que ça nous a permis de rencontrer des sages-femmes qui aspirent aux mêmes choses que nous. Et en ça c'est vrai que dans l'association c'est quelque chose qui nous a tous portés et qui nous a tous fait du bien je pense pendant ces 3 années. C'est que même si c'est compliqué, on a fait au moins des belles rencontres et on a partagé plein de choses avec des sages-femmes sans doute on n'aurait peut-être pas rencontré si on n'avait pas monté ce projet-là en 2020 quoi. Oui, sans doute. Je me posais une question. Est-ce que vous savez pourquoi la maternité de Lorient vous a fermé les portes du directoire comme ça du jour au lendemain? Ou est-ce que ça vous est tombé dessus et vous avez jamais eu vraiment de compréhension de pourquoi c'est passé d'un engouement à une porte fermée? Alors la réponse qu'ils nous ont donnée par mail, parce qu'ils ne nous ont pas reçus pour nous le dire, mais en tout cas par mail, la réponse qu'on a pu avoir c'est que les locaux étaient insuffisants pour accueillir la maison de naissance, que c'était un problème de locaux. Voilà, donc on en est resté là. Ça doit être super dur ça. Et du coup on parlait de convention. Est-ce qu'il y a des exigences particulières qui sont demandées de la part des maternités partenaires ? Les exigences particulières, c'est des exigences qui sont fixées par la loi. Du coup, la contiguïté avec un accès direct qui permet le brancardage des patientes en cas de transfert et d'urgence. Et à part ça... Vous n'avez pas eu des demandes particulières? Parce que nous, on a entendu des divergences par rapport à notre maison de naissance et à d'autres maisons de naissance qu'on a pu entendre. On a compris que suivant les maternités, ça pouvait
évolué. En fait, c'était un accord vraiment entre la maison de naissance et la maternité partenaire. Et je me demandais si pendant vos rendez-vous, vous aviez eu des questions spécifiques ou si c'était les termes classiques de fabrication d'une maison de naissance, quoi. Oui, c'est vrai que, en tout cas, ouais, j'essaye de réfléchir, de me rappeler un petit peu avec l'hôpital de Quimper notamment, parce que comme je dis, avec l'hôpital de Lorient, on n'a pas été si loin, on n'avait pas abordé ces thèmes-là. Ouais. Je pense qu'ils étaient vraiment en confiance en fait avec nous parce qu'ils connaissaient l'association de Naître en Finistère avec les adhérents qui étaient au sein de cet asso et ils connaissaient les sages-femmes qui étaient au sein de l'association Tiguenel et qui étaient porteuses du projet. En tout cas, une bonne partie d'entre elles et du coup, il y avait vraiment cette relation de confiance qui a fait qu'en fait, ils s'en sont tenus à ce que la loi exigeait. Mais après, pour le reste... il nous a dit clairement que c'était un petit peu carte blanche et qu'il nous faisait confiance. Donc ça, c'est vrai que c'était une belle preuve de confiance de leur part, quoi. Ils ont rien imposé de particulier. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est super. Mais nous, comme on était vraiment juste sur le projet de l'existence de cette maison de naissance-là, on n'a pas abordé la charte, la convention, le fonctionnement en fait. Mais effectivement, il y a cette liberté qui est un peu laissée entre l'équipe de la maison de naissance et de la maternité partenaire et qui est du coup à réfléchir ensemble pour que tout le monde aussi soit confortable dans ce partenariat. Il faut que à la fois l'équipe de la maternité partenaire soit en confiance par rapport à ce qui se fait dans cette maison de naissance-là. Et il faut aussi que la maison de naissance, elle ait aussi cette autonomie quand même de la sage-femme qui est une des pièces très importantes de la maison de naissance. C'est cette responsabilité médicale exclusive des sages-femmes. Mais effectivement, des fois, il y a des points, en tout cas, il y a des points qui peuvent faire un peu blocage ou qui peuvent être source de tension pour la maternité partenaire et que du coup, ça va être négocié avec l'équipe de la maison de naissance. Et c'est vrai qu'il y a des maisons de naissance qui vont être très autonomes dans leur fonctionnement parce que la maternité partenaire dire ok, on vous fait confiance, c'est vous qui gérez votre truc et voilà, et d'autres qui vont avoir besoin de certaines exigences. Je prends l'exemple, même si c'est un petit peu hors sujet peut-être, mais il y a la filière physio de Rennes qui est du coup en Bretagne, qui est pas une maison de naissance à proprement parler, du coup elles ont tout un statut de salarié et la sage-femme qui est à l'initiative de cette filière physio qui remonte à plusieurs années, elle s'est vraiment battue pour avoir justement une liberté d'exercice au sein de cette filière physio. Et ça se rapproche beaucoup du fonctionnement d'une maison de naissance. Elle a vraiment une belle liberté. Excuse-moi, c'est parenthèse ? Oui, voilà. Ok. Et notamment sur les délivrances dirigées, qu'elle ne les fait pas de manière systématique, qu'elle les fait au cas par cas en fonction de la situation qu'elle estime au moment T. Et elle m'expliquait, je trouvais ça génial du coup, et c'est là où est-ce que on voit bien que la maison de naissance apporte, ou la filière physio, apporte autant à la maternité que la maternité apporte à la maison de naissance, c'est que la chef de service disait mais on comprend pas, nous, votre taux d'hémorragie de la délivrance. Parce que nous, une femme, quand on prend juste les femmes qui accouchent sans péridurale à la maternité, on a tel taux d'hémorragie de la délivrance, alors que vous avez quasiment pas, voire je sais plus, c'était vraiment infinitésimal. Et en fait, la chef de service était vraiment interloquée, quoi. Elle comprenait pas et du coup, elle s'intéressait vraiment qu'est-ce qui faisait la diff. En fait, c'est ça, c'est tout le travail de l'accompagnement global, de l'accompagnement de la physio, de tout ça qui fait la diff, le lieu, la relation, des choses qui sont un petit peu... pas toujours palpable en fait, mais qui fait aussi l'expertise de la sage-femme. Et je trouvais ça génial, quoi, parce que je me dis que c'était vraiment la plus belle reconnaissance et le plus bel exemple, quoi, de te dire qu'en fait, ça apporte à tout le monde. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a eu... ça remonte à il y a quelques temps maintenant, un temps restreint. Suite à l'ouverture de la maison de naissance d'Aubagne, il y a eu un petit reportage, je sais plus si c'est France 3 PACA ou un truc comme ça, mais du coup, on voit justement les sages-femmes de la maternité partenaire qui disent, donc vu que c'était expérimental, elle a ouvert, mais elle travaillait déjà avec. Et je sais pas si t'as vu ce petit interview où elles disent, mais on travaille avec elle depuis un moment, et en fait,
elles nous ont appris des choses, Mais oui. parce qu'elles pratiquent pas comme nous finalement on leur transmet aussi certains trucs, et je trouvais ça génial parce que c'est très court, ça dure je sais pas 2 minutes, mais il y a ce moment où la sage-femme de la mater dit ça, et ça fait fort écho à ce que tu viens de dire. Ah bah oui. Et ça, c'est souvent une question qu'on nous demande quand on présente le projet. On nous dit, mais en gros, ça va rapporter quoi en fait à l'hôpital? Qu'est-ce que ça va apporter à l'hôpital? Et c'est vrai qu'on sent bien que ce point-là, il n'est pas toujours entendable. Oui, le fait de travailler avec des professionnels, des sages-femmes qui font que ça, qui font que de l'accompagnement global, de l'accompagnement de la physiologie, et qui sont là-dedans tout le temps, et ben oui, elles ont une pratique qui est différente, et donc une expertise, un savoir, mais au même titre que celles qui travaillent en niveau 3, forcément, elles ont des choses à apprendre. En fait, on a tous à s'apprendre, en fait. Pour moi, c'est vraiment la vraie richesse de la maison de naissance, en plus. On a une de nos invitées qui nous en parle, d'ailleurs, à l'épisode qui est sorti, et qui explique qu'elle a été transférée, et que en parlant avec les sages-femmes lui ont dit « Mais en fait, vous nous apprenez beaucoup. Vous, les usagères qui arrivez de la maison de naissance, parce que vous venez avec tout un suivi global, justement, et toute une notion de la physiologie qui fait que vous nous apprenez des choses, et du coup, c'était assez intéressant. Elle en parle justement de ça. On t'a demandé du coup s'il y avait des exigences particulières au niveau des maternités partenaires, et du coup on a parlé de beaucoup de choses, mais on voulait savoir après sur un niveau un peu plus concret, plus pragmatique on va dire, est-ce qu'il y a des contraintes pour construire les locaux d'une maison de naissance? Là encore, les contraintes, c'est les contraintes que la loi impose. Ça va être la contiguïté avec l'accès direct pour le brancardage, avec une proximité quand même plus ou moins immédiate avec la maternité, le bloc naissance. Maintenant, il faut que, voilà, il y a le droit d'avoir un ascenseur, il y a le droit que ce soit pas complètement dans l'hôpital, mais en tout cas, même si, comme à Doumaya, c'est un petit espace qui est sur le parking de la maternité, mais que de porte à porte, en brancard, c'est rapide, c'est légal. Donc ce serait la seule contrainte que je vois. Après, c'est vrai que de manière générale, les maisons de naissance qui fonctionnent, elles sont à quelque chose près, à peu près faites pareil, avec 2 chambres de naissance, un salon d'accueil et d'échange pour les parents, avec une cuisine partagée, des bureaux de consultation, une salle pour les cours de prépa, des toilettes, voilà. Ça, c'est le basique, quoi. Mais non, il n'y a pas d'exigence sinon particulière. Oui, en fait, c'est vraiment l'histoire des transferts qui va être le plus prédominant dans le choix de la disposition, quoi. Oui, complètement. Et dans les questions pragmatiques, on t'a demandé comment on trouvait une maternité partenaire, mais l'autre pendant, c'est comment on trouve des financements. Et le pendant qui n'est pas des moindres. Là, du coup, je pense que c'est pareil, c'est un peu pareil pour tous les projets, c'est qu'on frappe un petit peu à toutes les portes. On va du mécénat à, évidemment, aller voir les élus, le département, la région, tous les appuis possibles. Partout où on peut avoir des financements, et on tape un petit peu à toutes les portes. Nous, pour notre part, à Tiguenel, on a très vite rencontré les élus de l'agglomération des maternités avec lesquelles on souhaitait établir un partenariat, la région, les départements, parce qu'on a eu du coup des projets sur 2 départements, le Finistère et le Morbihan. Donc on a fait notre maximum pour rencontrer des élus, que ce soit des députés ou des sénateurs aussi. Voilà, on a essayé de rencontrer vraiment un maximum de monde pour avoir du soutien et envisager sur le long terme, si les projets se concrétisaient, des financements. Mais le plus gros du financement, ça reste le FIR, qui sera délivré par l'ARS, mais effectivement qui est insuffisant pour la plupart des maisons de naissance, pour le fonctionnement à terme, quoi. Est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs ce qu'est le FIR, s'il te plaît ? Donc le FIR, c'est le fonds d'intervention régional qui est délivré par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Et pour les maisons de naissance, il est à hauteur de 170 000 € par an et par maison de naissance. Mais voilà, c'est un financement qui est insuffisant pour la totalité du fonctionnement et de l'investissement au départ de la maison de naissance. Donc on est obligé de passer par effectivement des financements annexes en allant voir toutes les personnes que j'ai citées précédemment.
il est acquis une fois qu'il est délivré, ce financement? Est-ce qu'il est acquis ou est-ce que c'est des dossiers annuels? Comment ça se passe? J'ai pas envie de répondre de bêtises. Je pense que tant que la maternité partenaire revalide année après année le partenariat, pour moi, l'ARS suit et donne. Ça peut pas être remis en cause tant que le partenariat continue d'année en année, l'ARS délivre d'année en année. Mais je vais pas dire de bêtises. Après la création de l'asso, comment vous avez réussi à être rejoint par finalement la population usagère, qui du coup ne sont pas des professionnels mais qui vous apportent un soutien, et une fois qu'ils vous ont rejoint, comment ils font pour vous soutenir en fait? Alors comment on a fait du coup pour être rejoint par des usagers? Assez simplement, c'est-à-dire qu'on est vite passé par les réseaux sociaux parce que ça fonctionne quand même très bien aujourd'hui. On a créé notre page Facebook en disant que l'association était créée et qu'on portait un projet de maison de naissance, et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour être rejoint par pas mal d'usagers. Et régulièrement, de toute manière, pas toutes les semaines, tous les mois au moins, on a des mails toujours de parents, de futurs parents, d'usagers qui nous disent merci d'avoir monté ce projet-là, de porter cette voie-là, parce que c'est important que ça se développe. Donc, et je pense que, c'est sûr, de toute manière, le sondage Ipsos, il est là. Il y a beaucoup de Français et de Françaises qui veulent se voir développer les maisons de naissance. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué que d'être rejoint par des usagers. Ça se fait très vite et assez simplement. Et nous aussi, c'est vrai qu'à Tiguenel, on a eu rapidement l'habitude de faire des appels en fait en fonction de nos besoins, notamment pour le logo, pour le site internet, pour des petites choses quand même qui sont assez importantes pour une association. On a fait appel en fait aux usagers, aux adhérents, si jamais il y a des personnes qui sont de tel ou tel milieu qui peuvent nous aider sur ce point précis. Et honnêtement, ça marche hyper bien. Et voilà, ça montre que c'est un projet qui parle à beaucoup de monde et qui donne envie de se mobiliser. Mais c'est sûr que les usagers, ça reste la clé de voûte des maisons de naissance. C'est l'âme aussi des maisons de naissance. C'est vraiment ça qui va faire que la maison de naissance, elle fonctionne, qu'il y ait vraiment cette gestion un petit peu bicéphale entre les sages-femmes et les usagers au sein d'une même structure, et donner vraiment la place aux parents, aux futurs parents, pour animer ce qu'ils ont besoin en fait de rencontres entre eux au sein de la grossesse et sur le postpartum. Et ça, c'est le point important de la maison de naissance, les usagers, donc de l'association. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire où en est le projet Tiguenel actuellement ? Alors le projet Tiguenel, du coup, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'il est né. Il est, on va dire, toujours en attente d'une réponse avec l'hôpital de Quimper. Comme je le disais au début de l'interview, on a eu des nouvelles assez récentes qui nous laissent présager que peut-être le partenariat ne va pas pouvoir se faire, mais tant qu'on n'a pas la réponse officielle et le fin mot de l'histoire, on continue d'être actif et d'être dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, en tout cas de continuer nos démarches. Pour Vannes, du coup, on a un petit peu passé le relais aux sages-femmes qui sont autour de Vannes, mais les dernières nouvelles qu'on a eues de l'hôpital partenaire, c'était pas en faveur non plus d'une maison de naissance. Puis comme on l'a dit, à Lorient, c'est plus à l'ordre du jour depuis 2021. On espérait peut-être une relance en 2024, mais c'est encore en pourparlers, mais ça semble peu plausible finalement. Donc voilà, c'est un peu un triste constat au bout de 3 ans d'énergie mobilisée, de rencontres, de projets écrits, de cahiers des charges réfléchis, rédigés, d'espoir, voilà. C'est le triste constat de la région Bretagne. On avait une autre association qui était les 10 Lunes près de Rennes, qui a dû aussi s'arrêter parce que le projet qu'elle convoitait a capoté également. Donc c'est vrai qu'on se rend bien compte avec nos 2 associations en Bretagne que les maisons de naissance sont encore difficilement acceptées sur le territoire. Et voilà. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quand même des projets qui voient le jour, il y a quand même des maisons de naissance qui naissent en 2023 et en 2024 encore, donc dont ça donne de l'espoir. Faut pas lâcher. Mais pour ce qui est de Tiguenel, voilà ce qu'il en est. Parce que vous avez fait le tour des maternités possibles autour de chez vous, c'est ça? Sinon, ça vous ferait partir... Oui, en tout cas, après, c'est vrai que l'objet de notre association, c'était la création d'une maison de naissance en Bretagne. On pourrait se dire qu'on n'en a que
démarcher 3 réellement, mais en fait c'est tellement d'énergie pour nous déjà qui sommes issus juste de la région lorientaise. En fait, ça nous semble pas envisageable en fait d'aller démarcher des maternités de Saint-Brieuc, recruter des poules de sages-femmes autour de Saint-Brieuc, par exemple, pour voir s'il y a une faisabilité de projet là-bas. Clairement, je pense qu'au bout de 3 ans, on a donné beaucoup de temps et d'énergie et qu'on arrive un petit peu à essoufflement de cette course un petit peu. Donc, on passe le relais si jamais effectivement il y a des sages-femmes qui nous écoutent et qui veulent se saisir d'un projet de maison de naissance pour créer un partenariat auprès de l'hôpital de Saint-Brieuc, par exemple, qui est une maternité qu'on n'a pas rencontrée. On a été sollicité aussi par la maternité de Morlaix, qui semblait hyper investie pour un projet de maison de naissance, mais le frein auquel on a dû se confronter, c'était qu'il n'y avait pas de sage-femme, du coup, qui s'investissait dans ce projet-là, parce que forcément, il faut savoir que pour travailler en maison de naissance et pour faire de l'accompagnement global, ça nécessite quand même une disponibilité conséquente avec des astreintes, avec un roulement en binôme ou en trinôme des sages-femmes pour pouvoir avoir aussi des temps de repos, des vacances et partager les astreintes pour que ce soit vivable tout simplement. Donc c'est sûr que pour avoir une maison de naissance fonctionnelle et pérenne, faut avoir le combo de pas mal de choses. Et actuellement en Bretagne, on n'a pas réussi à réunir tout ça avec les maternités qu'on a pu rencontrer, malheureusement. Après, on va voir. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises au final à Quimper. Il faut y croire. On vous le souhaite, ouais. Tu me tiendras au courant, ouais. Mais en tout cas, c'est compréhensible, vu tout ce que tu viens de nous expliquer, vu la masse de travail que ça vous demande, parce que c'est pas comme si vous aviez que ça à faire dans vos vies. Oui, c'est ça. C'est en plus de votre boulot, en plus de votre vie perso, de vos familles, monter ce genre de dossier, démarcher les gens, et tous les allers-retours, en fait, que ça implique. C'est pas juste, tu rédiges 3 pages, tu les envoies et t'attends une réponse. C'est triste. Et en même temps dommage de se dire que toute cette énergie potentiellement n'aboutit à rien, mais évidemment on souhaite qu'une maison de naissance voit le jour en Bretagne et d'autres ailleurs sur le territoire français, quoi. Mais moi en tout cas j'entends complètement cet épuisement, quoi. Et je comprends pourquoi d'ailleurs il y a eu 2 projets qui se sont clos en 2023, parce que c'est incroyable. Je me demande même pas s'il y en a eu plus, je pense en 2023. Hein. Officiellement, je crois que c'était 2 ou 3, je sais plus. Ouais, après, voilà, c'est ça, c'est sûr qu'il y a le temps, l'énergie, les réunions, tout ça. Mais moi, ce que je trouve le plus dur, c'est l'engagement moral, effectivement, qu'on y met et de se rendre compte que, il y a un gap énorme entre ce que l'État et le gouvernement préconisent, met en avant, reconnaît autour des maisons de naissance, de l'accompagnement global, en mettant vraiment l'accès sur la prévention, enfin sur tout ce qui va être le suivi à domicile. Enfin, il y a une vraie reconnaissance de tous les bienfaits de l'activité en maison de naissance. Et à côté de ça, on se rend compte qu'en fait, on ne nous donne pas les moyens en fait. Et ça, c'est extrêmement frustrant de se dire que, a priori, tout le monde trouve ça super. Dans la théorie, ouais. Tout le monde nous dit il faut y aller. Mais en fait, on n'y arrive pas. En fait. Dans la pratique, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est le plus fatigant et le plus éreintant, en fait. C'est que ça nourrit de l'espoir. Et c'est bien de nourrir l'espoir parce que c'est ça qui donne de l'énergie pour avancer. Oui, et puis comme on le disait, ça aboutit quand même pour certains. Mais c'est vrai que quand ça n'aboutit pas, c'est lourd. Tout à fait. On va pas finir sur cette note-là, quand même. Non. Non, j'allais dire, on pourrait difficilement finir sur une note très positive, puisque c'est quand même, comme tu dis, un combat et c'est difficile et ça demande une énergie colossale qui n'est pas donnée à tout le monde, qui dure dans le temps, qui est compliquée. Mais ça nous est important quand même de finir sur cette question-là. Au vu de tout ce que tu as traversé pendant ces 3 ans, et de l'expérience que tu as amassée, quels conseils tu donnerais pour motiver justement ceux qui essayent de monter ces projets et qui ont besoin de toute l'énergie qu'il faut et de toutes les armes qu'il faut pour y aller? Quels conseils tu pourrais donner à un projet qui débute ou qui voudrait débuter? Une phrase assez bateau, mais qui est quand même très vraie, c'est qui tente rien à rien. Je pense que quand on est habité par des convictions et des valeurs qui nous sont chères et qu'on a envie de défendre et qu'on a l'énergie pour ça, il faut y aller. On n'a rien à perdre, on
a tout à gagner. Après, effectivement, il faut être réaliste sur le fait que on sème des graines, mais qu'on n'est pas sûr que demain on va voir fleurir tout ce qu'on a semé. Peut-être qu'on verra rien fleurir, mais moi je suis convaincue que c'est par ces actes répétés de sages-femmes comme nous au sein de l'association et d'usagers que les choses vont bouger, parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir de la diversité en termes d'offres de soins, à vouloir que ça se développe, et que c'est un système qui a fait ses preuves depuis longtemps. Donc on voit quand même que ça bouge quand même, avec le recul quand même des années, ça bouge. C'est très long, c'est certainement insuffisant pour les personnes qui sont dedans et qui donnent beaucoup d'énergie. C'est fastidieux. Ouais, c'est ça. Et puis, le conseil que j'aurais à donner, c'est de se dire qu'on va partir plus pour un marathon que pour un sprint. Parce que moi, peut-être, en tout cas à titre personnel, c'est vrai que peut-être ce que je referais un peu différemment, c'est de m'économiser au début. C'est vrai qu'on veut tout donner tout au début, on est à fond, mais voilà, en fait, il faut bien se dire que ça s'étale sur des années, en fait, le montage d'une maison de naissance, quoi. C'est quand même extrêmement rare que ça se fasse en une année. En plus, au-delà du montage, il y a aussi après la période expérimentale avant que ça valide. Ouais, non. Et puis après, d'année en année, même les maisons de naissance qui fonctionnent, on voit que c'est pas non plus, ça coule pas de source. Il y a toujours un petit peu, voilà, de preuves à faire, enfin voilà, c'est continuel en fait. Je pense, avant vraiment que ce soit complètement intégré dans le système de soins, je pense qu'il va falloir encore beaucoup d'années. Donc voilà, c'est s'économiser, dire qu'on va partir plutôt sur un petit marathon super sympa qui va nous apporter plein de belles choses, parce que je pense que tous autant qu'on est dans l'association, on a été ravis de se rencontrer déjà, on se serait pas rencontrés sans cet asso. On a créé plein d'événements aussi grâce à l'association qui nous a permis de partager des moments super chouettes avec des ciné-débats, avec des conférences, avec voilà, plein d'événements qu'on a organisés, et c'était vraiment chouette. Ça a donné du sens aussi à certaines d'entre nous. En tout cas, pour moi, ça a permis d'équilibrer ma pratique hospitalière où je pouvais parfois avoir des frustrations, du coup en rencontrant d'autres personnes qui avaient les mêmes envies et qui aspiraient un petit peu aux mêmes choses que moi. Donc non, c'est extrêmement positif, même quand ça n'aboutit pas. On en est la preuve. Mais c'est sûr que voilà, ça demande de l'énergie et que ça n'aboutit pas toujours, et qu'il faut pas être triste de tout ça, parce que je pense que voilà, c'est plein de graines qu'on sème, et que même si ça n'aboutit pas pour nous, ça aboutira pour d'autres. Donc ça a du sens. Écoute Florina, on tient à te remercier à nouveau pour tout ce que tu nous as appris, pour tout ce que tu nous as partagé, et surtout d'avoir accepté de venir parler du projet Tiguenel à notre micro. On espère en tout cas que tout ce qui aura été raconté aujourd'hui aidera les projets qui sont en train de se monter, et aussi tous ceux qui n'osent pas encore se lancer, que ça aura motivé, parce que ton petit mot de fin reste quand même positif, malgré toutes les difficultés auxquelles vous avez pu faire face. On espère aussi de tout notre cœur que le projet Tiguenel verra le jour, et que, comme tu le disais, si ce n'est pas le cas, qu'en tout cas une maison de naissance verra le jour en Bretagne rapidement. Merci, et merci beaucoup du coup de donner de la visibilité aux maisons de naissance. Merci de m'avoir permis de parler de l'association, et voilà, pour l'échange qu'on a pu avoir ensemble, et j'espère effectivement que ça donnera l'impulsion à plein d'autres projets, parce que plus il y aura de projets, plus il y aura de maisons de naissance, même si tous n'aboutiront pas, on reste des semeuses tout autant qu'on est. Donc voilà, avec les podcasts, avec les projets, voilà. C'est comme ça que les choses vont avancer en ce sens, donc merci à vous. On espère. À bientôt Florina. À bientôt, merci. À bientôt Florina. Récemment, Florina nous a donné des nouvelles du projet. Cette interview a été enregistrée en février 2024, et comme vous venez de l'entendre, à cette époque, Florina et son équipe avaient peu d'espoir. Mais nous avons l'honneur de vous annoncer aujourd'hui une avancée de taille. L'hôpital de Quimper a confirmé son envie de créer un partenariat avec leurs associations pour une maison de naissance sur un délai de 5 ans à minima. Tout ceci sous réserve de l'obtention d'un financement extérieur. Le projet est donc toujours en cours pour l'association et sur une bonne voie. Alors bon courage à toute l'équipe, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.